Donc ce soir, comme je disais, nous sommes avec Mathieu Lavagna. Donc Mathieu, vous êtes auteur conférencier catholique français et vous travaillez dans le domaine de l'apologétique pour l'association Marie de Nazareth depuis 2021. Rappelons que l'apologétique est une branche de la théologie qui défend la religion chrétienne contre les attaques dont elle est l'objet et qui démontre la vérité du christianisme. Donc le livre duquel nous allons parler ce soir est votre 3e chez Artege, après en 2023 Soyez rationnel, devenez catholique, et en 2024, il me semble, nous avions le livre Libre réponse à Michel Onfray, Non, le Christ n'est pas un mythe. Le livre ce soir, nous avions d'ailleurs eu un webinaire sur le sujet du livre sur Michel Onfray. Alors, le livre de ce soir s'intitule « La raison est pro-vie, arguments non religieux pour un débat dépassionné ». Alors, je vais vous le montrer. Il est ici. J'espère que... Moi, je le vois à l'envers, mais normalement, vous devriez le voir à l'endroit. Donc, pourquoi dépassionné ? Pourquoi un débat dépassionné, finalement ? Parce que, comme vous en faites le constat au début de votre livre, je vous cite, « Notre société a malheureusement un problème majeur. Elle ne sait plus poser calmement une réflexion sur un sujet clivant, sans qu'il y ait d'insultes, et de mépris de tous les côtés. » Dans ce livre, vous proposez de revenir aux faits et à la logique en examinant les données scientifiques et morales, tout en abordant les questions sensibles comme le viol, l'inceste, le handicap ou la santé maternelle. Je vous laisse sans plus tarder la parole pour que vous puissiez nous expliquer votre démarche et quelques arguments que vous développez dans La raison est pro-vie. Alors c'est à vous. Déjà, merci beaucoup Lucie pour cette introduction. Donc, j'espère que vous voyez tous bien mon PowerPoint. Et si c'est le cas, je peux commencer. C'est bien le cas? Oui, c'est bien le cas. Je vais Super. réduire les miniatures. Alors, donc le sujet de ce soir, c'est la question de l'avortement, qui est un sujet tabou aujourd'hui, comme tout le monde le sait. Il n'y a pas grand monde qui ose le contester aujourd'hui publiquement dans les médias, à la radio ou à la télévision. Et je pense que notre société a un problème majeur, c'est-à-dire que elle ne sait plus poser calmement une réflexion rationnelle sur un sujet clivant comme celui-ci, sans qu'il y ait d'insultes ou de mépris de tous les côtés. Et en particulier, je pense que les plateaux télévisés ne font plus place à la raison, mais à l'émotion. Et pourquoi du coup j'ai choisi d'écrire ce livre? C'est tout simplement pour suivre la démarche inverse de la société actuelle, en essayant de poser une réflexion rationnelle et objective sur ce sujet clivant qu'est l'avortement. Donc c'est un petit peu dans cette démarche que j'ai choisi d'écrire ce livre. Alors déjà, qu'est-ce qu'un avortement? Avant de commencer, il faut déjà définir les termes. Donc la définition que j'utilise de l'avortement dans ce livre, c'est l'acte qui consiste à tuer directement et volontairement un embryon ou un fœtus en vue de mettre fin à une grossesse. Alors même les défenseurs sérieux de la position pro-avortement admettent que cette définition est vraie. Par exemple, les professeurs de philosophie Nathan Nobis et Christina Grob, qui pensent que l'avortement doit être légal jusqu'à la naissance, admettent, eux aussi dans leur livre, un avortement consiste à tuer intentionnellement un fœtus pour mettre fin à une grossesse. Tout ça pour dire que cette définition n'est pas trop controversée, c'est une définition que même les défenseurs de l'avortement admettent. Alors, il me semble que la question importante est bien résumée par quelqu'un qui s'appelle Gregory Koukl et qui a écrit un très bon livre sur la question de l'avortement qui s'appelle Precious Unborn Human Persons. Et il écrit cette phrase magistrale qui, à mon avis, résume tout. Et il nous dit, si le fœtus n'est pas un être humain, alors aucune justification pour légaliser l'avortement n'est nécessaire. En revanche, si le fœtus est un être humain, aucune justification pour légaliser l'avortement n'est adéquate. Et Koukl explique bien qu'on ne peut pas répondre à la question puis-je tuer ceci tant que l'on n'a pas répondu à la question mais de quoi s'agit-il? Alors, dans le débat sur l'avortement, tout le monde admet qu'un fœtus est tué à travers cette procédure. Mais qu'est-ce qu'un fœtus? S'il ne s'agit que d'un amas de cellules, alors avorter n'est pas plus immoral que de se faire couper les ongles ou que d'aller se faire arracher les dents chez le dentiste. Si le fœtus n'est pas un être humain, alors l'avortement doit rester légal. Aucun problème. En revanche, si le fœtus est un être humain et que tous les êtres humains ont un droit à la vie, alors l'avortement est clairement immoral et nous avons de bonnes raisons de penser qu'il faut l'interdire.
Alors, l'argument pro-vie principal que je développe moi dans ce livre, c'est un syllogisme. Et donc, la première prémisse du syllogisme dit: il est immoral et il devrait être illégal de tuer directement et volontairement un être humain innocent. Et prémisse 2, or, l'avortement tue directement et volontairement un être humain innocent. Et la conclusion de ces deux prémisses, c'est que l'avortement est immoral et devrait être illégal. Donc, il faut montrer la vérité de chacune des deux prémisses pour que la conclusion soit vraie. Alors, la prémisse 1 nous dit: il est immoral et il devrait être illégal de tuer directement et volontairement un être humain innocent. Donc, cette prémisse me semble évidente. Elle est directement fondée sur la notion de dignité humaine. D'ailleurs, la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies de 1948 rappelle bien que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Donc, il n'y a pas besoin d'être religieux ou d'être chrétien pour accepter cette prémisse. Il vous suffit juste d'adhérer aux droits de l'homme. En ce sens, même un humaniste athée devrait admettre qu'il est immoral de tuer intentionnellement un être humain innocent. Ici, le mot innocent signifie n'ayant commis aucun crime, parce qu'il y a des gens qui défendent la peine de mort pour les criminels, mais même si vous défendez la peine de mort pour les criminels, eh ben, tout le monde devrait se mettre d'accord pour dire qu'on ne doit pas tuer les innocents. Donc, c'est pour ça que j'ai ajouté le mot innocent. Alors maintenant, il y a l'affirmation comme quoi le fœtus ou l'embryon est un être humain innocent. Alors, ici, j'utilise la définition biologique de l'expression être humain. Donc, être humain, je définis comme un organisme membre de l'espèce Homo sapiens. Alors, d'après cette définition, le fait qu'un fœtus ou un embryon soit un être humain est tout simplement un fait biologique. Ouvrez n'importe quel manuel d'embryologie en médecine et vous verrez que tous les scientifiques sont unanimes pour dire qu'à partir du moment de la fécondation, un organisme humain génétiquement distinct est créé dans le corps de la mère. D'ailleurs, dès la fécondation, vous pouvez en théorie connaître de façon très précise ce à quoi ressemblera cet être humain en question. Vous pouvez connaître la couleur des yeux, la couleur des cheveux, ainsi que l'ensemble des caractéristiques phénotypiques. Pour montrer que l'embryon est un être humain biologiquement, il nous faut montrer trois choses. Premièrement, l'embryon est vivant. Deuxièmement, il est humain. Et troisièmement, c'est un organisme distinct. Bon, la première étape est assez facile. Les scientifiques sont d'accord pour dire que si une chose grandit par reproduction cellulaire et qu'elle convertit les aliments en énergie, alors cette chose-là est vivante. Et c'est bien le cas de l'embryon. D'ailleurs, s'il n'était pas vivant, il n'y aurait pas besoin d'avoir recours à l'avortement pour le tuer. Donc, si l'embryon peut être tué par l'avortement, c'est qu'il a nécessairement été vivant auparavant, parce qu'on ne peut pas tuer quelque chose qui n'a jamais été vivant. Deuxièmement, l'embryon est humain, parce que la procréation entre deux êtres humains ne peut que résulter dans la production d'un membre de l'espèce humaine, et l'intégralité du code génétique de l'embryon, donc l'ADN humain, est présent dès le début. Il n'y a tout simplement aucun doute scientifique à ce sujet. Alors le troisième point, c'est que l'embryon est un organisme distinct. Donc l'embryon n'est pas une partie du corps de la mère, mais un organisme distinct de celle-ci. D'ailleurs, si l'embryon était une partie du corps de sa mère, alors la mère enceinte aurait quatre bras, quatre jambes, deux cœurs, deux types d'empreintes digitales, deux cerveaux et dans 50% du temps, un pénis. Donc il ne faut pas confondre le fait d'être dans quelqu'un et le fait de faire partie de quelqu'un. Une bouteille que je mets dans un frigo n'est pas une partie du frigo. Donc, le fait que le fœtus habite dans le corps de la mère n'implique pas qu'il fasse partie du corps de la mère. Ce sont deux choses très différentes. Alors, certains disent que c'est un amas de cellules, mais ceux qui disent que c'est un amas de cellules se trompent très clairement et comprennent mal les données scientifiques. En effet, les manuels d'embryologie définissent le terme amas de cellules comme étant un agglomérat de plusieurs cellules sans organisation ni unité. Au contraire, un organisme est une collection de parties biologiques ou organes qui fonctionnent ensemble pour maintenir un être vivant complet dans l'existence. Et ça, vous pouvez retrouver ça dans des manuels d'embryologie. Donc, il y a aussi une question sur la définition des mots fœtus et embryon. On entend souvent les gens mal renseignés s'exclamer: «Oh, mais ce n'est pas un être humain, c'est un fœtus, voyons.» Malheureusement, ces personnes ignorent souvent que le mot fœtus, en latin, veut dire porter de petit, et que les termes d'embryon et de fœtus sont juste des termes scientifiques
pour décrire le développement d'un être humain à travers la grossesse. Donc la définition de embryon humain, c'est un être humain en développement depuis sa conception jusqu'au stade où les principaux organes sont formés, c'est-à-dire jusqu'à la 8e semaine de grossesse. Et un fœtus humain est un être humain en développement après les 8 premières semaines de grossesse jusqu'à la naissance. Ces définitions ne sont pas orientées pro-vie ou biaisées, puisque même le dictionnaire du Larousse confirme bien qu'un embryon est un être humain pendant les 8 premières semaines de son développement et que le fœtus est un être humain de la fin du 2e mois au terme de la grossesse. Et d'ailleurs, on peut dire que les manuels d'embryologie sont unanimes pour dire que la vie humaine commence d'exister à la conception. Donc, par exemple, on peut s'appuyer sur le manuel d'embryologie qui s'appelle Embryologie humaine et tératologie, qui nous dit, citation, bien que la vie soit un processus continu, la fécondation est un point de repère critique, car dans des circonstances ordinaires, un nouvel organisme humain génétiquement distinct se forme lorsque les chromosomes et pronoyaux mâles et femelles se mélangent dans l'ovocyte. On a aussi le manuel d'embryologie, L'être humain en développement, embryologie orientée vers la clinique, qui nous dit substantiellement la même chose, qui nous dit un zygote est le début d'un nouvel être humain. Le développement humain commence à la fécondation, processus duquel un gamète ou un spermatozoïde mâle s'unit à un gamète ou ovocyte femelle pour former une seule cellule appelée zygote. Et c'est cette cellule totipotente hautement spécialisée qui marque le début de chacun de nous en tant qu'individu unique. Vous avez aussi substantiellement la même chose dans d'autres manuels d'embryologie comme Biological Principles and Modern Practices of Obstetrics, qui nous dit que le terme conception fait référence à l'union des éléments pronucléaires masculins et féminins de la procréation à partir duquel un nouvel être humain se développe. Et que le zygote ainsi formé représente le début d'une nouvelle vie humaine. Donc, vous voyez, les manuels d'embryologie parlent bien d'un être humain. Et d'ailleurs, le consensus scientifique est tellement écrasant que le comité judiciaire du Sénat américain avait été obligé de conclure dans les années 80, les médecins, les biologistes et autres scientifiques sont d'accord pour dire que la conception est le début de la vie d'un nouvel être humain, un être vivant, membre de l'espèce humaine. Il y a un consensus écrasant sur ce point dans d'innombrables écrits médicaux, biologiques et scientifiques. Et d'ailleurs, ce consensus est si écrasant que même les philosophes pro-avortement l'admettent. Ceux qui défendent l'avortement au niveau universitaire sont bien obligés de l'admettre. Donc, par exemple, on a David Bounine, qui est un des meilleurs philosophes pro-avortement, et qui nous dit dans son livre A Defense of Abortion, publié en 2003, et il admet, et il nous dit, peut-être que la relation la plus simple entre vous ou moi d'une part, et chaque fœtus humain depuis la conception d'autre part, est la suivante. Tous sont des membres vivants de la même espèce Homo sapiens. Un fœtus humain est simplement un être humain à un stade très précoce de son développement. On a aussi Peter Singer, qui est l'un des philosophes pro-choix les plus connus au niveau mondial et qui avait au moins l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que l'embryon est bien un être humain. Et il nous dit dans ses livres, il est possible de donner un sens précis au mot être humain. Nous pouvons l'utiliser comme équivalent à membre de l'espèce Homo sapiens. Qu'un être soit membre d'une espèce donnée est quelque chose qui peut être déterminé scientifiquement par un examen de la nature des chromosomes dans les cellules des organismes vivants. En ce sens, il ne fait aucun doute que dès les premiers instants de son existence, un embryon conçu à partir de spermatozoïdes et d'ovules humains est un être humain. Donc, comme vous pouvez le constater, Peter Singer ne parle pas d'une vie humaine potentielle. Biologiquement parlant, l'avortement n'a rien à voir avec le fait de tuer une vie humaine potentielle. Chaque avortement, à chaque moment de la grossesse, met fin à la vie d'un être humain. Mais Peter Singer considère que le fait d'être un être humain n'est pas suffisant pour avoir un droit à la vie. Et il nous dit, oui, on peut le dire, le fœtus est un être humain vivant, mais cela seul ne suffit pas à montrer qu'il est mal de mettre fin à sa vie. Donc, on va passer à présent à la description des différentes méthodes d'avortement. Donc, vous le savez sans doute, mais il existe deux types d'avortements, les avortements de type médicamenteux et chirurgicaux. Les avortements médicamenteux sont pratiqués en général en France jusqu'à la 7e semaine de grossesse et on utilise pour cela la pilule abortive RU486. Et donc cette pilule va avoir pour effet de bloquer la progestérone dans la muqueuse utérine de la mère qui va se décomposer, qui va couper le sang et la nourriture du bébé qui va ensuite mourir dans le ventre de la mère.
Et donc, en général, voilà, il se décroche de l'utérus maternel et puis après, souvent, il tombe dans les toilettes. Et donc, on peut même parfois le voir à l'œil nu. C'est déjà arrivé chez plusieurs femmes qui ont perdu un enfant de la sorte. En ce qui concerne la méthode par aspiration, donc l'avortement chirurgical, c'est la méthode qui est la plus souvent utilisée entre la 8e et la 13e semaine de grossesse. Et donc le docteur Anthony Levantino, qui a pratiqué plus de 1200 avortements, décrit la procédure de la manière suivante. Et il nous dit, l'avorteur utilise une série de tiges métalliques appelées dilatateurs et les insère dans le col de l'utérus pour le dilater, accédant ainsi à l'intérieur de l'utérus où réside le bébé. Le bébé a un rythme cardiaque, des doigts, des orteils, des bras et des jambes, mais ses os sont encore faibles et fragiles. L'avorteur prend alors un cathéter d'aspiration, il est inséré dans l'utérus, la machine d'aspiration est ensuite allumée avec une force 10 à 20 fois plus puissante que votre aspirateur domestique. Le bébé est rapidement déchiqueté par la force de l'aspiration et se faufile à travers ce tube dans la machine d'aspiration. Une fois que l'utérus est vide, le spectre est enlevé et l'avortement est terminé. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que le médecin arrive avec un aspirateur ultra puissant et il démembre le bébé membre par membre et tous les membres vont dans la pompe. Voilà. C'est comme ça que ça se passe un avortement par aspiration. Alors, à ce stade-là, bon, les enfants, enfin les fœtus, si vous voulez, font cette taille-là. Je vous ai mis des tailles à l'écran pour que vous vous rendiez compte. Après, on passe aux avortements de deuxième trimestre. Et donc, la méthode utilisée au deuxième trimestre de grossesse s'appelle la méthode par dilatation et extraction. Et elle se pratique entre la 14e et la 24e semaine de grossesse. Ça peut même se pratiquer à partir de la 13e. Et c'est la plus couramment utilisée pour les IVG du deuxième trimestre parce que le fœtus est à présent trop gros pour être aspiré membre par membre dans la pompe, comme dans la méthode précédente. Et donc, le génie médical moderne, si on peut parler comme ça, a trouvé un autre moyen de démembrer le fœtus, et il s'agit d'arracher membre par membre les pieds, les bras, les jambes, jusqu'à écrabouiller la tête. Et donc, cette procédure existe vraiment, y compris en France, aux États-Unis. Et donc, le docteur Levantino décrit la méthode ainsi, alors qu'il l'a pratiquée, et il nous dit, après avoir administré l'anesthésie, l'avorteur utilise un spéculum pondéré qui ouvre largement le vagin. Les os et le crâne du bébé sont trop solides pour être déchirés par l'aspiration seule. C'est pourquoi les avorteurs utilisent donc une pince en acier inoxydable. Cette pince mesure environ 30 cm de long. C'est un instrument de préhension. L'avorteur utilise cette pince pour saisir un bras ou une jambe. Une fois qu'il a une prise ferme, l'avorteur tire fort afin d'arracher le membre du corps du bébé. Un par un, le reste des membres est enlevé avec les intestins, la colonne vertébrale, le cœur et les poumons. Habituellement, la partie la plus difficile de la procédure consiste à extraire la tête du bébé, qui fait à peu près la taille d'une grosse prune. À 20 semaines, la tête est saisie et écrasée. L'avorteur sait qu'il a écrasé le crâne lorsqu'une substance blanche sort du col de l'utérus. C'était le cerveau du bébé. L'avorteur enlève ensuite des morceaux de crâne, il enlève le placenta et toutes les parties restantes du bébé avec une curette grattant la muqueuse de l'utérus pour tout le tissu restant. Il recueille ensuite les pièces du bébé et les réassemble pour s'assurer qu'il y a bien 2 bras, 2 jambes et toutes les pièces. Et une fois que toutes les parties ont été comptabilisées, l'avortement est terminé. Et donc vous avez tout ce qui est comptabilisé sur un plateau. Il faut bien vérifier qu'il y a 2 bras, 2 jambes et qu'il n'y a pas des choses qui sont restées dans l'utérus de madame. Donc voilà comment se pratique un avortement au deuxième trimestre. Et d'ailleurs, tout ça c'est admis, hein. Même les philosophes pro-choix, ceux qui défendent l'avortement au niveau universitaire, ils admettent ça sans problème. Et donc on a le philosophe Jeff McMahon, par exemple, qui nous dit les méthodes standards utilisées pour provoquer des avortements impliquent clairement le fait de tuer le fœtus. Le fœtus meurt soit en étant démembré, soit en étant empoisonné. Et donc ainsi, même les pro-IVG admettent que l'avortement a pour seul but de tuer le fœtus. En effet, si celui-ci survit, on dit que l'avortement a échoué. Donc si on fait le bilan de ce qu'on a dit un petit peu jusqu'à maintenant, en résumé, on a montré que, premièrement, le fœtus est un être humain innocent, et deuxièmement, que l'avortement tue directement et volontairement le fœtus. Par conséquent, il s'ensuit logiquement et nécessairement que l'avortement tue directement et volontairement un être humain innocent. Étant donné que cette prémisse n'est pas soumise à la controverse en matière scientifique, les défenseurs de l'avortement doivent donc soutenir qu'il n'est pas toujours immoral de tuer directement et volontairement un être humain innocent. Et donc là, on va répondre aux arguments des pro-avortement. Comment est-ce qu'eux, ils défendent ça?
Alors, dans l'analyse des objections pro-avortement, il y a deux types d'objections que vous allez entendre. Vous allez entendre les objections qui sont hors sujet et qui ne répondent pas directement à l'argument pro-vie tel qu'on vient de le développer jusqu'à maintenant. Et vous allez avoir aussi les objections qui répondent directement à l'argument pro-vie, que j'appelle les meilleures objections parce qu'elles ne font pas du hors-sujet. Donc d'abord, on va se concentrer sur les objections qui font du hors-sujet, qui ne répondent pas à l'argument central. Alors, ces arguments sont défectueux précisément parce qu'ils ignorent la seule question importante, à savoir le fait que le fœtus est un être humain. Ils considèrent tous implicitement et sans argumentation que l'enfant à naître aurait moins de valeur qu'un nouveau-né. Et c'est précisément en cela qu'ils échouent à s'attaquer à la position pro-vie. Donc le rappel de notre position, c'est de dire que tous les êtres humains ont la même valeur intrinsèque, indépendamment de leur taille, de leur race, de leur sexe, de leur niveau de développement ou encore de leur degré de dépendance. Donc cette position humaniste et égalitaire implique donc que tous les êtres humains ont un droit à la vie inaliénable et qu'un enfant à naître doit être traité aussi dignement qu'un nouveau-né. D'accord? Donc maintenant, vous allez voir comment les arguments qui vont suivre ne font rien du tout pour contester cette affirmation. Donc par exemple, ceux qui disent oui, bah, chaque enfant doit être voulu par ses parents. Ça serait injuste de vouloir faire naître un enfant qui n'est pas désiré, il risque d'être mal aimé. Bon, bah, on peut répondre à ça que il est vrai que idéalement, chaque enfant doit être voulu par ses parents, mais le fait qu'un enfant ne soit pas voulu ou désiré n'implique aucunement que ses parents aient le droit de le tuer. Si une mère ne veut pas de son enfant de 2 ans, est-ce qu'elle a le droit de le tuer? Bah non, diriez-vous. Mais si la position pro-vie est vraie et que tous les êtres humains ont le même droit à la vie, alors il s'ensuit qu'on ne devrait pas non plus tuer l'enfant à naître, même s'il naît non désiré. Donc c'est un argument qui est hors sujet, qui ne répond pas à l'argument central qu'on vient de développer. Deuxièmement, ils disent oui, mais restreindre l'avortement est injuste pour les pauvres et les minorités qui en ont le plus besoin. Pareil, c'est un argument hors sujet. Si l'avortement tue vraiment un être humain innocent, alors il n'y a aucune injustice à vouloir le rendre moins accessible, y compris chez les plus pauvres. Que l'on soit riche ou pauvre, il n'est jamais moralement permis de tuer un être humain innocent. Si toutes les vies humaines sont égales en dignité, alors il s'ensuit qu'on ne doit pas non plus tuer les enfants à naître, même s'ils vont vivre dans la pauvreté. Donc, encore une fois, c'est un argument qui ne répond pas à ce qu'on a développé précédemment. Troisième position qui est très courant dans la société actuelle, c'est de dire je suis personnellement contre l'avortement, mais je ne veux pas imposer mon point de vue aux autres. Eh ben, cet argument reflète le relativisme moral dans lequel s'est installée notre société, et c'est un peu chacun décide ce qui est moral pour lui, mais malheur à celui qui voudrait imposer sa morale aux autres. Toute personne qui voudrait faire une telle chose serait considérée de fait comme intolérante, ne respectant pas la liberté d'autrui, etc. Or, le paradoxe est que ces personnes elles-mêmes ne croient pas au relativisme moral qu'elles prêchent. Il suffit de prendre quelques exemples pour leur faire comprendre. Si quelqu'un dit, par exemple, je suis personnellement contre le génocide juif, mais si Hitler pensait que le génocide était une bonne chose, qui suis-je pour lui imposer ma morale? Ou encore, à titre personnel, je suis contre la pédophilie et le viol des femmes, mais si quelqu'un pense différemment de moi, libre à lui de faire ce qu'il veut, la loi ne doit pas s'y opposer. Bon, bah, du coup, ici, l'objecteur comprendra que le relativisme moral n'est pas une position tenable. Si l'avortement est vraiment un meurtre délibéré d'une personne humaine, alors il faut l'interdire pour tout le monde, pas juste pour soi-même. Donc voilà ce que je dirais à cet argument. Quatrième position que vous allez entendre assez souvent, c'est ceux qui disent de toute façon, l'avortement est légal, donc je ne vois pas le problème, il faut respecter la loi. Le problème, c'est que cet argument est extrêmement mauvais parce que la loi ne dicte pas la morale. Le génocide juif était légal sous l'Allemagne nazie, et pourtant il est clair qu'il est immoral de tuer des juifs. De même, l'esclavage était légal aux États-Unis jusqu'au XIXe siècle, pourtant il est clair qu'il est immoral de traiter les gens comme des esclaves. Imaginez si un esclavagiste de l'époque disait de toute façon l'esclavage est légal, je ne vois pas le problème, il faut respecter la loi. Ça n'aurait aucun sens. Il est clair que la morale ne doit pas se conformer à la loi, c'est plutôt la loi qui doit se conformer à la morale. La loi change, mais la morale, elle, demeure inchangée. Que vous viviez au XXIe siècle, au XVe siècle ou en l'an moins 300, tuer directement et volontairement un être humain innocent sera toujours immoral. Cinquième objection, c'est ceux qui disent oui, mais la position anti-IVG est une croyance religieuse qui ne doit pas être imposée dans un État laïque. Comment est-ce qu'on répond à ça? Alors, on peut répondre que
Le fait que l'Église ou que toute autre institution religieuse soit contre l'avortement ne fait pas de l'avortement une question religieuse en tant que telle. L'Église a aussi condamné le racisme et l'esclavage. Est-ce que cela implique que le racisme ou l'esclavage sont des questions religieuses et que l'État doit les tolérer selon les opinions de chacun? Non, absolument pas. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour adhérer à la proposition il est immoral de tuer directement et volontairement un être humain innocent. Cette prémisse morale relève du bon sens et peut se déduire de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Et d'ailleurs, le docteur Bernard Nathanson, il avouait dans un livre en 1979, alors qu'il était athée, donc quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui n'est pas chrétien, il disait, dans le cas de l'avortement, nous devons décider si nous devons l'interdire en se fondant sur les données biologiques et sur les fondamentaux humanistes, sans faire appel à la Bible, au credo ou au décret hiérarchique, ni même à Dieu. Même si Dieu n'existe pas, le fœtus, lui, existe. Donc vous avez un docteur athée qui s'opposait à l'avortement alors que voilà, il n'était pas croyant. Et d'ailleurs, avant la Seconde Guerre mondiale, la quasi-totalité des pays interdisaient l'IVG, bien que ces pays étaient pour beaucoup non religieux. Et cela est logique. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour penser qu'il est immoral de tuer des bébés dans le ventre de leur mère. Et d'ailleurs, ça me fait rire, il y a cette fille qui s'appelle Teresa Bukonivac, qui est une athée politiquement progressiste, elle est en favorable au mouvement LGBTQ+, et pourtant elle est contre l'avortement. Et donc, elle nous dit dans ses écrits, le meurtre injuste des enfants à naître est une violation de nos valeurs progressistes d'égalité, de non-violence et de non-discrimination. Les gens n'ont pas besoin de croire en la Bible ou d'être conservateurs pour être pro-vie. La position pro-vie est soutenue par la science et la raison, tandis que la position pro-avortement est anti-progressiste et discriminatoire. Les valeurs d'égalité, de non-violence et de non-discrimination sont incompatibles avec l'avortement. Pour être vraiment progressiste, il faut être prêt à s'opposer activement à l'avortement. Vous voyez, vous avez même des progressistes d'ultra-gauche pro-LGBT qui reconnaissent que l'avortement, c'est contraire à l'égale dignité des êtres humains et qu'il faut s'y opposer. Donc, pas une question religieuse. Sixième objection que vous entendez évidemment très souvent, c'est mon corps, mon choix. Chaque personne a le droit de faire absolument ce qu'elle veut de son corps. Bon, bah, c'est probablement le slogan féministe le plus connu, mais aussi le plus ridicule. Il suffit de pousser les féministes 2 secondes pour leur faire admettre que nous ne sommes pas libres d'utiliser notre corps comme bon nous semble. Par exemple, nous ne sommes pas libres d'utiliser notre corps pour violer, pour braquer des banques, pour commettre des meurtres, pour torturer des enfants, pour se trimballer nus dans la rue. Il est donc absurde de penser qu'on a le droit d'utiliser notre corps pour faire tout et n'importe quoi. Il n'y a pas un droit absolu à faire ce qu'on veut de son corps, surtout si cela menace autrui ou le bien commun de la société. La prémisse je fais ce que je veux de mon corps est donc fausse et ne peut pas être utilisée pour justifier l'avortement. D'ailleurs, Nathan Nobis et Christina Grove, qui sont deux philosophes pro-avortement, concèdent qu'il s'agit là d'un mauvais argument de dire mon corps, mon choix. Et donc ils nous disent dans leur livre, l'autonomie, c'est-à-dire la capacité à prendre des décisions qui affectent profondément votre vie, est très importante. Mais l'autonomie a ses limites. Votre autonomie, par exemple, ne justifie pas le fait que vous ayez le droit d'utiliser votre corps pour tuer une personne innocente. Le slogan Les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent de leur corps est donc faux et ne répond en aucun cas à l'argument pro-vie. Vous voyez, même des pro-avortements admettent que ce n'est pas un bon argument. Et donc l'autonomie corporelle n'est pas absolue, nous n'avons pas le droit d'utiliser notre corps pour tuer autrui, ça semble assez clair. Autre objection qu'on entend quotidiennement, c'est ceux qui disent pas d'utérus, pas d'avis, si vous n'avez pas d'utérus, vous êtes un homme, vous ne pouvez pas vous prononcer sur la question de l'avortement. Donc on peut dire que cet argument est extrêmement mauvais pour plusieurs raisons. Premièrement, s'il fallait avoir un utérus pour se prononcer sur la question de l'avortement, alors la loi Veil n'aurait jamais dû être votée, puisque ceux qui ont voté la loi étaient des hommes. Donc ils n'auraient pas pu se prononcer pour parce qu'ils n'ont pas d'utérus. Deuxième, donc ce critère serait autodestructeur pour la position pro-choix. Et aussi, on peut dire que dans le débat sur l'avortement, ce sont les arguments qui ont de l'importance, pas les organes génitaux de ceux qui présentent les arguments. C'est-à-dire, moi, je donne un argument contre l'avortement. Si ce même argument était dit par une femme, est-ce que d'un seul coup, il deviendrait magiquement meilleur? Bah non, ça serait du sexisme de dire ça.
On peut dire aussi que l'objection pas d'utérus, pas d'avis sous-entend que on n'a pas le droit de se prononcer sur un sujet si ce sujet ne nous concerne pas directement. Or, cela est clairement faux. Je peux me prononcer contre le viol des femmes, même si je n'ai pas d'utérus et que je ne serai jamais concerné par cela. Je peux me prononcer contre les bombardements de Hiroshima et Nagasaki, même si ce bombardement a eu lieu plus de 50 ans avant ma naissance et ne m'a aucunement impacté. Je peux me prononcer contre l'esclavage des Noirs, même si je suis blanc et que je ne serai jamais personnellement concerné. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'être directement concerné. Imaginez un peu si les aviateurs américains qui ont largué la bombe sur Hiroshima et Nagasaki répondaient à leurs objecteurs, pas d'avion, pas d'avis. Ou si les esclavagistes disaient aux abolitionnistes, pas d'esclaves, pas d'avis. Ce serait parfaitement ridicule. On peut se prononcer sur ces choses qui ne nous concernent pas directement, tout simplement parce que ces actes sont contraires aux droits de l'homme et font du mal à des êtres humains innocents. Et comme il en est de même avec l'avortement, alors j'ai le droit et le devoir, en tant qu'homme, de m'opposer à une telle pratique. Huitième argument qu'on entend quotidiennement, c'est ceux qui disent, même si on rendait l'avortement illégal, il y aurait toujours des avortements. Alors, ceci est tout à fait vrai, de la même manière que si on rendait le meurtre ou le vol illégal, il y aurait toujours des meurtres et des vols. Mais le fait qu'une loi puisse être transgressée n'implique aucunement que nous ne devrions pas nous opposer à cette loi. Par exemple, on ne devrait pas légaliser le viol sous prétexte que certains continueront à violer en cas d'interdiction. De même, dans une société où l'avortement est illégal, le fait que certains choisissent d'aller à l'encontre de la loi en faisant des avortements n'est en aucun cas une raison légitime pour légaliser l'IVG. Les lois ne peuvent pas empêcher les crimes totalement, mais elles peuvent les réduire. Alors après, il y a l'argument de Simone Veil, qui est une variante de celui-là, qui dit, oui, mais rendre l'IVG illégal favorise les avortements clandestins et met en danger la vie de beaucoup de femmes. C'est l'argument qui a été utilisé pour faire passer la loi Veil. Alors, ici, on peut répondre que, d'abord, il faut rappeler que beaucoup des défenseurs de l'IVG ont menti sur les chiffres des femmes qui meurent suite à des avortements clandestins. Pour faire passer la loi Veil à l'époque, on a osé dire que le nombre d'avortements clandestins était de 300 000 chaque année. Les médias ont sauté sur ce chiffre par pure idéologie pour faire passer la loi en force, sans vérifier la rigueur de la méthodologie employée. Pourtant, on a eu des contre-rapports sérieux pour réfuter ce chiffre astronomique, qui ont vite été publiés par des statisticiens. Et avant la loi Veil, nous n'avions en réalité qu'environ 65 000 avortements illégaux en France. Mais de toute façon, même en admettant que les femmes continueraient à mourir si des avortements clandestins, si l'avortement était rendu illégal, ça ne serait toujours pas une raison suffisante pour le légaliser. Alors pourquoi ça? On va prendre l'exemple frappant de la mutilation génitale féminine. Donc imaginez que quelqu'un donne l'argument suivant et qu'il vous dise, certains immigrés arrivent en France et continuent à pratiquer la mutilation génitale féminine. Or, comme c'est illégal en France, dans les hôpitaux, eh bien ces mutilations ont lieu clandestinement dans la rue. Ne devrions-nous pas légaliser la mutilation génitale féminine en France pour rendre cette pratique plus sécurisée? La plupart des gens s'exclameront, non, non, ça serait un acte de violence ignoble qui fait du mal aux jeunes femmes, on ne devrait jamais légaliser ça. Et nous pouvons donner une réponse similaire avec l'avortement en disant, l'avortement n'est-il pas un acte de violence ignoble qui fait du mal aux petits-enfants? Nous sommes tous d'accord qu'il serait immoral d'autoriser la mutilation des petites filles de manière sécurisée. De même, si le fœtus est un être humain, nous ne devrions pas aider sa mère à le tuer de manière sécurisée. On notera d'ailleurs qu'on ne peut pas dire qu'une procédure est sécurisée si la moitié des gens qui y prennent part finissent par en mourir, ce qui est le cas dans l'avortement. Et donc la question fondamentale à poser à la personne qui défend l'argument de Simone Veil est donc, est-ce que nous devrions autoriser l'exécution d'un être humain innocent afin que cela soit sans risque pour celui ou celle qui demande sa mise à mort? Ou encore, est-ce que nous devrions aider des personnes fortes à faire du mal aux personnes faibles pour que cela soit sans risque pour les personnes fortes? Et comme la réponse est non, l'argument de Simone Veil s'écroule d'un seul coup. Et d'ailleurs, même les philosophes pro-avortement reconnaissent que l'argument de Simone Veil ne tient pas du tout intellectuellement. Et donc, par exemple, on a la philosophe Mary Ann Warren
qui disait dans son livre sur l'avortement, le fait que restreindre l'IVG aurait des effets secondaires tragiques ne montre pas en soi que restreindre l'IVG est injustifié, puisque le meurtre est mauvais indépendamment des circonstances qui le rendent prohibé. On a aussi les philosophes Nathan Nobis et Christina Grob qui disent que c'est un mauvais argument en nous disant ce fait que les femmes continueront à mourir si l'avortement n'est pas autorisé n'est pas convaincant pour quelqu'un qui pense que l'avortement est immoral. Ils répondront si quelqu'un meurt parce qu'ils essayent de faire quelque chose d'immoral comme l'avortement, c'est de leur faute, pas de la faute de ceux qui essayent d'empêcher ce mal. Le fait d'observer que des femmes continueront à mourir si l'avortement est rendu illégal ne répond donc absolument pas aux arguments pro-vie et ne donne aucune raison de penser que l'avortement n'est pas immoral. Vous voyez, même des philosophes pro-avortement vous disent que l'argument de Simone Veil ne tient pas debout intellectuellement. Alors maintenant, on va passer à des meilleurs arguments pro-avortement, parce que ces arguments, ils ont au moins le mérite de répondre, à la position pro-vie sur le fond. Donc, ils vont contester formellement le fait que que tous les êtres humains aient un droit à la vie. Et donc, au contraire, les arguments qu'on a vus précédemment présupposaient, sans argumenter, que l'enfant à naître avait moins de valeur que le nouveau-né, qui est une thèse pourtant explicitement rejetée par les pro-vie. Et donc ces arguments sont meilleurs parce qu'ils ne cherchent pas à éviter la question centrale, qui est en réalité la seule question importante dans le débat sur l'avortement, c'est est-ce que tous les êtres humains, tous les membres de l'espèce humaine, ont le même droit à la vie? Est-ce qu'on peut tuer intentionnellement certains êtres humains innocents? Et donc les défenseurs de l'avortement devront trouver des traits caractéristiques spécifiques qui feraient que l'être humain prénatal aurait moins de valeur qu'un être humain déjà né. Et donc, une manière efficace de contrer cette approche, à mon avis, c'est d'utiliser l'argument suivant. C'est de dire, il n'existe que quatre différences entre l'être humain prénatal et le nouveau-né. Et ces quatre différences sont, premièrement, la taille, deuxièmement, l'environnement, la localisation, troisièmement, le niveau de développement, et quatrièmement, le degré de dépendance. Or, aucune de ces quatre différences ne justifie le fait de discriminer l'être humain prénatal de son statut de personne. Donc, nous devons traiter l'être humain prénatal aussi dignement que le nouveau-né. Donc voilà. Donc le pro-avortement qui veut défendre l'avortement et s'opposer à l'infanticide, il devra dire si c'est la taille, l'environnement, niveau de développement ou le degré de dépendance qui fait qu'il pense que l'être humain prénatal a moins de valeur que l'être humain déjà né, parce qu'il n'y a que quatre différences entre l'être humain prénatal et l'être humain qui est déjà né. Alors, on va voir un petit peu ces quatre points. Premièrement, la taille. Donc, ceux qui vont dire le fœtus n'est pas une personne parce qu'il est tout petit. Bon, ben, on peut dire que la taille n'est pas un bon critère pour déterminer la valeur d'une vie humaine. En effet, la taille n'est pas un critère binaire, mais continu, parce qu'on grandit petit à petit. Et on peut dire qu'un fœtus est beaucoup plus proche en taille d'un nouveau-né que le nouveau-né ne l'est d'un adulte. Pourtant, on reconnaît que ce nouveau-né n'a pas moins de valeur ou de dignité qu'un adulte juste parce qu'il est plus petit que lui. Et d'ailleurs, si la taille était vraiment un critère pour juger la valeur intrinsèque d'un être humain, alors la vie d'un joueur de basket aurait plus de valeur que celle d'un nain ou que celle d'un enfant de 2 ans, ce qui est évidemment absurde. Donc la position la plus réaliste et inclusive est donc de se dire que tous les êtres humains ont la même valeur, la même dignité, indépendamment de leur taille. Donc la taille n'est pas un bon critère. D'ailleurs, Jérôme Lejeune disait un être qui mesure 1 centimètre de long est-il respectable? S'il en mesure 50, devient-il 50 fois plus respectable? Les gens qui comptent en années et en kilogrammes le respect qu'ils doivent à une personne ne sont pas animés de bonnes intentions. Donc, on va voir le deuxième critère, l'environnement, la localisation. Certains affirment que l'être humain in utero n'est pas une personne, il n'a pas un droit à la vie, parce qu'il n'est pas encore dans le monde extérieur. D'accord? Il n'est pas dans le monde extérieur, il est encore dans le ventre de sa mère. Mais on pourrait tout simplement répondre, pourquoi est-ce que vivre dans un environnement particulier ferait de vous une personne, quelqu'un qui a un droit à la vie? Pourquoi le simple fait de sortir de l'utérus maternel vous donnerait subitement le droit à la vie? Pourquoi est-ce que ce droit devrait apparaître ou disparaître en fonction de l'endroit où vous vivez? Ça n'a pas de sens. Il serait tout de même bizarre que juste avant l'accouchement, l'être humain n'ait pas le statut d'une personne, mais qu'il en devienne une magiquement après avoir traversé les quelques centimètres du canal vaginal. De manière générale, il semble clair que l'endroit où vous vivez, n'a strictement aucune influence sur votre valeur intrinsèque.
J'aurais beau vous déplacer dans une grotte souterraine, vous amener en haut d'une montagne, voire même sur la Lune, cela ne changera en aucun cas votre statut moral, votre dignité. Votre droit à la vie restera intact. De même, le fait qu'un être humain soit dans l'utérus ou en dehors de l'utérus ne change strictement rien à sa valeur ou à sa dignité intrinsèque. Et d'ailleurs, même Peter Singer, qui défend l'avortement, résume bien l'absurdité intellectuelle de dire que la valeur d'un individu dépend de sa localisation. Et il nous dit, les Provis ont raison sur une chose. La localisation du bébé dans l'utérus ou en dehors de l'utérus ne peut pas être une différence morale cruciale. Nous ne pouvons pas dire de manière cohérente qu'il est moralement autorisé de tuer un fœtus une semaine avant la naissance, mais que dès que le bébé est né, tout doit être fait pour le maintenir en vie. Vous voyez, même le pro-avortement admet que le critère de localisation, d'environnement n'est pas un bon critère. On va passer au troisième critère, le critère de dépendance. Donc, c'est ceux qui disent le fœtus n'est pas une personne parce qu'il est très dépendant de sa mère. Alors, on peut répondre, mais pourquoi devrait-il être légal de tuer un être humain juste parce qu'il est totalement dépendant de sa mère? Cette position revient à dire qu'il est moralement acceptable de tuer un être humain parce qu'il est à son degré maximal d'impuissance et de dépendance. Mais justement, ne devrions-nous pas traiter avec d'autant plus de délicatesse et de compassion les êtres humains qui sont en état de dépendance et d'impuissance? D'ailleurs, il est faux de dire que les nouveau-nés ne sont plus dépendants une fois qu'ils sont sortis du corps de leur mère. Ils seraient morts au bout de quelques heures si on les laissait sur la table d'hôpital sans rien faire. Donc ils sont encore très dépendants. Dans une société normale, le fait que quelqu'un soit dépendant de par son âge ou son handicap devrait au contraire nous inciter à prendre davantage soin de lui ou de elle. On prend davantage soin des personnes âgées ou des personnes en chaise roulante, justement parce que ces personnes sont dépendantes et ont besoin d'aide pour survivre. De même, il serait absurde de vouloir tuer un bébé ou un jeune enfant parce qu'il est très dépendant de sa mère pour vivre. Donc le critère de dépendance n'est pas un bon critère pour discriminer l'être humain prénatal du droit à la vie. Et enfin, quatrième des différences, c'est le niveau de développement. Donc ceux qui vont dire le fœtus n'est pas une personne parce qu'il n'est pas assez développé. Alors le problème majeur du critère du développement, c'est qu'il s'agit d'un critère qui n'est pas binaire, mais continu. Or, votre évolution se déroule progressivement, contrairement au droit à la vie. Donc cela n'aurait aucun sens de dire j'ai maintenant 40% de droit à la vie, puis 50% de droit à la vie, puis 60%, etc., etc. Non, soit le droit à la vie est présent, soit il est absent. C'est quelque chose de binaire. Or, le fait comme la manière dont vous grandissez, elle n'est pas binaire. Vous grandissez petit à petit. Donc, ça ne correspond pas à l'aspect binaire du droit à la vie. Il faut donc un binaire très précis qui puisse correspondre à l'apparition soudaine du droit à la vie. Nous, les premiers, on dirait que c'est la conception, parce que c'est à partir de la conception où, d'un seul coup, il y a un organisme humain génétiquement distinct qui arrive dans l'existence et qui ne fait que grandir petit à petit de manière continue jusqu'à l'âge adulte. Et donc, les pro-avortements sont bien embêtés parce qu'ils doivent trouver un critère binaire. Alors, il y a plusieurs stades de développement qui ont été proposés par les défenseurs de l'avortement comme étant moralement significatifs. Donc ça, je ne vais pas les aborder de manière détaillée dans cette présentation parce que j'ai un temps limité, mais vous en avez 8, que je vais surtout insister sur le dernier parce que c'est celui qui est le plus défendu par les philosophes pro-avortement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est le critère de la conscience de soi ou le critère du désir de vivre un futur comme le nôtre. Alors ce critère, il est proposé par quelqu'un qui s'appelle Mark Menser et qui est professeur pro-avortement au département de philosophie de l'université Saint Mary. Et alors lui, il nous dit la chose suivante, il nous dit, à la conception naît un nouvel être humain. L'avortement implique donc de tuer un être humain. Mais que l'avortement implique de tuer délibérément un être humain n'est pas une raison pour que l'avortement soit illégal. Il ne faut pas en être moralement troublé. Un fœtus humain n'a qu'une conscience rudimentaire de son environnement et manque totalement de conscience de soi. Il n'a aucun désir de vivre, car il ne peut avoir aucun désir du tout. Donc vous voyez, il fonde le droit à la vie sur la conscience de soi et le désir de vivre. Alors le problème, c'est que ce critère implique que les nouveau-nés ne sont pas des personnes non plus, et donc que l'infanticide est moralement permis. En effet, le nouveau-né n'a pas encore pu développer des désirs ou des consciences de lui-même, puisqu'il n'est pas encore capable de se considérer lui-même comme un sujet existant. Je rappelle, hein, la conscience de soi, c'est la capacité à se considérer comme un sujet existant. Et les nouveau-nés n'ont pas la capacité de se considérer comme des sujets existants. D'ailleurs, les psychologues de la petite enfance confirment qu'il faut atteindre l'âge de 1 ou 2 ans pour que les enfants soient capables de se reconnaître dans le miroir et d'avoir conscience d'eux-mêmes.
Donc ce critère de la conscience de soi, ça impliquerait que les nouveau-nés ne seraient pas des personnes. Euh, Autre problème pour le critère du désir qui est évoqué tout à l'heure, c'est que le critère du désir de vivre ou de la conscience de soi exclurait aussi du droit à la vie des adultes dans un coma réversible et des adolescents suicidaires qui n'ont plus de désir de vivre. Donc la présence d'un désir de vivre n'est pas une condition nécessaire pour être une personne, pour avoir un droit à la vie. Alors, aujourd'hui, il y a chez les philosophes pro-avortement une tendance à défendre l'infanticide. Et alors, certains de ces philosophes pro-choix n'ont pas peur de la cohérence et ils maintiennent les critères de la conscience de soi et des désirs qu'on a évoqués tout à l'heure, et ils admettent ouvertement que leurs critères excluent les nouveau-nés eux aussi du statut de personne. Et donc, parmi les philosophes qui n'accordent pas le statut de personne aux nouveau-nés, qui disent que les nouveau-nés n'ont pas un droit à la vie, vous en avez une grande quantité, j'en ai cité quelques noms ici, notamment tous les Singer qui sont assez connus, mais je vais vous en citer quelques-uns, vous verrez, ça fait peur. Donc, par exemple, on a en 2012 deux philosophes italiens, Giubileni et Minerva, qui ont publié un article dans le Journal of Medical Ethics, qui est un journal très prestigieux, et qui ont essayé de définir la personne de la manière suivante. Et ils nous ont dit, une personne est un individu capable d'attribuer à sa propre existence une certaine valeur, telle qu'être privé de cette existence représente pour lui une perte. Et donc, ils en concluent logiquement, le fœtus et le nouveau-né ne sont pas des personnes dans le sens d'un sujet ayant un droit à la vie. Parce qu'ils disent, pour avoir un droit à la vie, il faut être capable d'attribuer de la valeur à son existence. Et comme le nouveau-né n'est pas capable d'attribuer de la valeur à son existence, ils disent que ce ne sont pas des personnes. Et donc, on peut pratiquer l'infanticide. On a aussi Peter Singer qui ira jusqu'à soutenir que le nouveau-né a moins de valeur intrinsèque que des animaux, comme le cochon, le chien ou le chimpanzé. Donc il nous dit dans son livre, si le fœtus n'a pas le même droit à la vie qu'une personne, il semble que ce soit aussi le cas pour le nouveau-né. La vie d'un nouveau-né a moins de valeur que celle d'un cochon, d'un chien ou d'un chimpanzé. Vous voyez, vous avez un philosophe de haut niveau qui écrit ça dans ses livres. C'est assez incroyable. Et il ajoutera en toute lucidité, il semble donc, par exemple, que tuer un chimpanzé est pire que de tuer un être humain qui, du fait d'un handicap congénital, n'est pas et ne sera jamais une personne. Et donc Peter Singer recommande en particulier de tuer les nouveau-nés handicapés. Donc c'est assez triste de voir qu'on peut en arriver là. Et d'ailleurs, on lui avait posé la question, est-ce que vous tueriez un bébé handicapé? Et il avait répondu, oui, si c'était dans l'intérêt du bébé et de la famille dans son ensemble. Beaucoup de gens trouvent cela choquant, mais ils soutiennent le droit d'une femme à se faire avorter. Un point sur lequel je suis d'accord avec les opposants à l'avortement est que du point de vue de l'éthique plutôt que de la loi, il n'y a pas de distinction nette entre le fœtus et le nouveau-né. Mais si vous pensez que l'infanticide est moralement inacceptable, il vous faut rejeter leurs critères de la conscience, des désirs ou des intérêts. Donc ce que vous dit Singer ici, c'est que si vous considérez que les critères de désir de vivre son avenir ou de la conscience de soi sont des bons critères, eh ben, vous devez accepter l'infanticide. Et si vous rejetez ça, bah, vous devez adopter la position anti-avortement. Vous voyez, le gars est vachement cohérent, c'est assez amusant. Enfin, amusant, c'est une façon de parler. Euh, donc, si on fait le bilan, on peut dire que, en résumé, tous les critères proposés pour déterminer quand on devient une personne pendant la grossesse sont arbitraires, puisqu'ils ne touchent pas à la nature de l'être humain en question, mais à ses capacités fonctionnelles. D'accord? Et donc, aucune des quatre différences entre le nouveau-né et le fœtus, donc on rappelle les quatre différences, c'était la taille, l'environnement, le niveau de développement et le degré de dépendance, aucune de ces quatre différences ne justifie le fait de discriminer l'être humain prénatal de son statut de personne, d'accord? Et si vous êtes en désaccord avec ça, bah, vous devez adopter la position pro-infanticide de Peter Singer et d'autres. Et donc, si le nouveau-né mérite d'être traité avec amour et dignité, il en est de même pour l'enfant à naître. Voilà ce que je dirais. Alors, je terminerai par un dernier argument très rapide, l'argument fondé sur le scepticisme, qui est de dire que, imaginez que, malgré tous les arguments que j'ai donnés jusqu'à présent, vous ne soyez toujours pas convaincu que le fœtus est une personne humaine avec un droit à la vie, et imaginez que vous soyez hésitant, voire même sceptique à cette idée, et vous considérez que c'est peu probable. Bon, est-ce que ce scepticisme serait une raison légitime pour rendre l'avortement légal? Eh bien non, bien au contraire. Le scepticisme penche en réalité en faveur de la position anti-avortement. Alors pourquoi cela? Alors je vais prendre une analogie pour vous faire mieux comprendre, c'est l'analogie du chasseur. Et donc supposez que vous allez chasser dans les bois avec un ami et que chacun part de son côté. Une heure plus tard, vous entendez un bruit dans le buisson à 20 mètres de vous et vous ne savez pas s'il s'agit de votre ami
ou d'un animal, est-ce que vous tirez dans le sang? Bah non, bien sûr que non. Ce serait prendre le risque de tuer une personne humaine. Ce serait de la négligence morale. Donc, même s'il se trouve qu'il n'y a que 5% de chance que ce soit votre ami qui se cache dans le buisson, bah, vous ne tirez pas avant d'en être sûr. Il faut que vous soyez sûr. Donc, le principe de précaution est appliqué au quotidien dans notre société. Par exemple, il ne viendrait jamais à l'idée à un démolisseur d'immeuble de dire on est presque sûr que l'immeuble qu'on s'apprête à démolir ne contient personne à l'intérieur. Il y a 95% de chances que cette démolition se fasse sans victime. Allons-y, faisons-le exploser. Bah non, un tel acte serait irresponsable, ça serait de la négligence morale, et ça devrait être puni devant la loi. Donc, le bilan à en tirer est le suivant. À partir du moment où vous n'avez pas la certitude morale que le fœtus n'est pas une personne humaine, alors l'avortement restera immoral. Si vous n'êtes pas sûr, si vous hésitez, eh ben, vous devez prendre le principe de précaution et dire, quand on ne sait pas, on ne tue pas. Donc, en réalité, la personne pro-avortement doit soutenir qu'elle sait absolument avec certitude que le fœtus n'est pas une personne. Mais elle doit en avoir la certitude morale avant de passer à l'acte. Et moi, je dirais, comment est-ce qu'elle pourrait en avoir la certitude? La charge de la preuve est immense. D'autant plus qu'on a développé plein d'arguments dans le sens contraire. Donc voilà, en conclusion, on peut dire que je pense avoir montré que les pro-avortements sont face à un dilemme. Soit c'est l'incohérence intellectuelle, soit c'est la cohérence intellectuelle comme Peter Singer, mais c'est une inhumanité totale. Vous devez accepter l'infanticide et plein d'autres choses dans le genre. Et donc la position pro-vie, au contraire, est cohérente intellectuellement, elle est inclusive envers les membres les plus fragiles de notre espèce, elle ne discrimine aucun être humain en fonction des critères fonctionnalistes, comme on dit. Il n'y a pas besoin d'être fort, pas besoin d'être grand, pas besoin d'être très intelligent, très développé, indépendant ou dans un environnement particulier pour être une personne avec une dignité propre et pour faire partie de la famille humaine. Donc voilà, si vous voulez approfondir, n'hésitez pas à lire mon livre, il y a beaucoup, beaucoup plus d'arguments dedans. Mais voilà, j'espère que ça donne au moins un petit aperçu. Merci, merci pour cette présentation. Donc nous entrons maintenant dans la phase de questions. Donc, pour ceux vous tous qui êtes connectés, qui nous écoutez, vous pouvez désormais poser vos questions. Je les lis sur la messagerie instantanée, donc sur le chat qui doit être à droite de votre écran. Alors, dans les arguments qui sont encore opposés et auxquels nous n'avons pas pu répondre, et je sais que vous le faites dans votre livre, il y a cette question de et si l'enfant est issu d'un viol ou d'un inceste, qu'est-ce qu'on peut répondre à ces personnes-là? Alors oui, pour la question du viol et de l'inceste, je dirais qu'il faut procéder en deux temps. Bon, déjà, premièrement, il faut reconnaître que le viol est un crime qui est atroce, qui est horrible, mais que pour ce qui est des avortements, seulement 1%, ou même voire moins d'1% des avortements sont dus à un viol. Dans les statistiques, parce que j'ai une partie dans mon livre sur les statistiques, vous avez des statistiques officielles, des études officielles qui invoquent les raisons que donnent les femmes pour avorter, et moins d'1% des avortements sont dus à des viols. Donc, ce qu'il faut dire à la personne qui dit oui, mais le viol, il faut dire, premièrement, est-ce que du coup vous seriez pour l'abolition de l'avortement dans tous les autres cas que le viol, donc dans 99% des cas? En général, la personne répond non, non. Donc, il faut lui dire, bah oui, mais du coup, c'est pas le viol qui te préoccupe. On va se focaliser d'abord sur les cas généraux avant de venir aux cas particuliers. Après, il peut arriver qu'une personne dise, oui, je suis contre l'avortement, sauf en cas de viol. Ça peut arriver, il y a des gens qui pensent ça. Alors, dans le livre, j'explique pourquoi c'est une position incohérente, parce que si on est contre l'avortement, on s'y oppose parce que c'est le meurtre délibéré d'une personne humaine. Et il n'y a aucune circonstance qui justifie de tuer délibérément une personne humaine. Et je dirais que si on ne donne pas la peine de mort au violeur qui est coupable, pourquoi est-ce qu'on donnerait la peine de mort à l'enfant qui est innocent? Cet enfant innocent, il est pas responsable du crime de son père. Donc, même si la mère a subi une grave injustice et que le violeur doit être puni devant la loi pour le crime atroce qu'il vient de commettre, on ne peut pas réparer une injustice en commettant une autre injustice, à savoir un meurtre délibéré. Donc voilà ce que je dirais. Oui, je me souviens que Michael O'Brien, dans son livre, une fiction qui s'appelle Père Elijah, pour ceux qui connaissent, a cette phrase assez éclairante en disant « On ne répond pas au mal par le mal ». Je me souviens ça m'avait beaucoup marqué. Ouais.
Alors, nous avons eu aussi un témoignage d'une personne qui nous disait « Je suis là aujourd'hui grâce à mes parents qui ont pris le risque en août 1951 de refuser une IMG, du fait que ma mère n'avait que peu d'espoir de survivre à l'accouchement. Elle a survécu et je lui ai été redonnée à l'âge de 2 ans à l'issue de sa guérison. Mes parents ont tous les deux pris le risque en voulant avant tout sauver l'enfant. » Alors ça, effectivement, aujourd'hui on se dit c'est admirable. Qu'est-ce qu'on peut répondre effectivement à ces... Il y a une sainte d'ailleurs, il me semble, je me souviens un peu de son nom, qui a été canonisée parce qu'elle a préféré la vie de son enfant à la sienne. Je crois que c'est une Italienne. Pour ceux qui ont, si quelqu'un a le nom, vous pouvez nous le dire. Voilà, qu'est-ce qu'on peut répondre en fait à cette personne-là? Je sais que là aussi vous avez une sous-partie dans votre livre qui est dédiée à cela, en disant est-ce que si la vie de la mère est en danger, qu'est-ce qu'on fait finalement? Oui, alors le danger de vie de la mère, c'est quelque chose enfin une question qui revient souvent. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà il faut distinguer. Il faut distinguer quand l'enfant est viable et quand l'enfant n'est pas viable. Et donc quand l'enfant est viable et que la vie de la mère est en danger, eh bien il faut tenter un accouchement par césarienne, d'accord? Donc si par exemple, je sais pas, la mère elle est à on va dire 24 semaines de grossesse et qu'elle risque sa vie ou même 20 semaines de grossesse et qu'elle risque sa vie, on peut quand même tenter un accouchement par césarienne, même si on sait qu'il y a une faible probabilité que l'enfant survive, au moins on aura tout tenté pour essayer de sauver les deux. Donc le médecin, dans la mesure du possible, il doit tout faire pour essayer de sauver les deux et donc de pratiquer une césarienne si jamais la vie de la mère est en danger. Alors ça, c'est si l'enfant est viable. Mais il peut y avoir aussi le cas de si l'enfant n'est pas viable, et ce qui arrive très souvent dans le cadre de grossesse extra-utérine notamment. Alors, dans le cadre de grossesse extra-utérine, ce qu'il est moralement permis de faire, c'est de réaliser une action pour sauver la mère, tout en anticipant qu'une conséquence secondaire non voulue pourra inévitablement résulter dans la mort de l'enfant. Mais jamais on peut porter directement atteinte à l'intégrité physique de l'enfant pour sauver la mère. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est, en cas de grossesse extra-utérine, une salpingectomie. Donc, le médecin, il arrive, il coupe les trompes de Fallope pour retirer la trompe et éviter que l'embryon fasse éclater la trompe et tue la mère. Et donc là, il n'a pas tué directement l'enfant, il a juste retiré la pathologie chez la mère, même si malheureusement, il voit que, comme on n'est pas capable de faire survivre les embryons en dehors de l'utérus à l'heure actuelle, que l'enfant va finir par en mourir. Mais sa mort n'est pas voulue directement comme une fin ou comme un moyen. Donc, en théologie morale, enfin en philosophie morale, on peut utiliser le principe du double effet pour justifier ça. Et donc, c'est quelque chose qui est accepté. Il y a d'autres pratiques aussi, la salpingotomie dont je parle dans le livre, qui peut être acceptable aussi, qui est reconnue comme acceptable pour les grossesses extra-utérines. C'est pas un avortement direct, donc il faut distinguer les avortements directs qui sont à exclure absolument et les avortements indirects où l'enfant meurt comme une conséquence secondaire non voulue et on l'a pas tué directement et volontairement. Merci. Et si s'il n'est pas possible finalement de faire poursuivre la grossesse, enfin si on a un enfant qui n'est pas encore viable, donc du type effectivement avant 5 mois et demi ou avant 6 mois, et dans les cas, il me semble, de cancer, ça met quand même vraiment en danger la vie de la mère. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce moment-là? Oui, alors quand il y a par exemple une mère qui a un cancer de l'utérus pendant la grossesse, on peut faire ce qu'on appelle une hystérectomie. Une hystérectomie, c'est une ablation de l'utérus. Et donc, on va retirer, on peut, alors c'est pas obligatoire, hein, mais c'est une possibilité de faire une hystérectomie pour guérir un cancer, parce que, encore une fois, dans le principe du double effet, ça marche. On a l'intention du médecin, c'est de guérir une pathologie, c'est pas de tuer directement l'enfant. L'enfant, si on retire l'utérus, bah, effectivement, on anticipe que malheureusement, il va finir par mourir mais sa mort, elle n'est pas voulue directement, elle est juste tolérée comme un effet inévitable. Donc il y a des cas où cela peut s'envisager. Ce qu'on peut jamais faire, c'est vouloir directement tuer l'enfant voilà, en portant atteinte à son intégrité physique. Ça, c'est quelque chose de pas acceptable. Merci. Alors, on a plusieurs internautes qui nous ont dit que c'était Gianna Beretta Molla, donc Sainte Jeanne Beretta Molla, qui a donné sa vie pour que son bébé puisse naître.
Effectivement, Ouais. et elle est morte et son enfant a vécu. C'est ça. Donc, elle a refusé d'avorter pendant sa grossesse pour sauver sa vie et pour sauver la vie de l'enfant. Alors, nous avons maintenant quelques autres questions. Donc, quelle oui, c'est ça. Alors, en première question, on peut peut-être prendre celle-ci. Donc, que pensez-vous de l'expression IVG, interruption volontaire de grossesse? Est-ce que ce n'est pas finalement un mensonge, puisqu'une interruption est réversible? D'où vient ce terme d'IVG qui fausse le débat? Enfin, attention aux mots. Un interrupteur permet d'éteindre puis de rallumer. Le mot avortement est peu utilisé finalement. Oui. Et c'est une remarque très juste. J'en parle dans mon livre de la rhétorique pro-avortement. C'est toujours, on cherche à cacher le mal en utilisant des termes beaucoup plus doux et qui reflètent pas la réalité. Parce que si l'avortement c'était juste une interruption de grossesse, alors, eh bien, une césarienne, ça serait un avortement, parce qu'une césarienne, ça interrompt la grossesse. Ça suffit pas de définir l'avortement en disant que c'est juste une interruption de grossesse, parce que il y a des choses comme la césarienne qui sont des interruptions de grossesse, mais qui ne sont pas un avortement. L'avortement proprement défini, c'est l'acte qui consiste à délibérément tuer le fœtus ou l'embryon pour mettre fin à la grossesse. Dire interruption de grossesse, ça n'a effectivement aucun sens. C'est parce qu'on n'a pas l'intention, enfin, on ne précise pas le fait qu'il y a quand même l'intention de tuer le fœtus pour y aboutir. Donc ouais, il me semble que c'est juste une stratégie de com de, des pro-avortements pour cacher à tout prix que l'avortement tue des bébés. Merci. On avait aussi une question de précision sur le raisonnement de Singer. Comment est-ce qu'il justifie peut-être qu'un chimpanzé a plus de valeur qu'un nouveau-né, exactement? Alors, Singer, il pense que ce qui fait qu'on a un droit à la vie, c'est qu'on est capable d'avoir conscience de soi-même, donc de se considérer soi-même comme un sujet existant. Et donc, il peut appliquer le test du miroir. Par exemple, les chimpanzés ont des facultés cognitives supérieures aux nouveau-nés. Il y a des animaux qui sont capables de se reconnaître dans le miroir. Je crois les dauphins, les chimpanzés, les lions, ils sont capables de se considérer comme des sujets existants quand ils se regardent dans le miroir. Les nouveau-nés sont incapables de ça. Et donc, Singer va dire, bah, d'après ce critère, certains animaux sont des personnes, ils ont un droit à la vie, on n'a pas le droit de les mettre à mort. Donc le lion, le chimpanzé, des animaux d'ordre supérieur, parce qu'ils ont des facultés cognitives supérieures au nouveau-né. Et le nouveau-né, lui, n'est pas une personne parce qu'il n'est pas encore capable de se considérer lui-même comme un sujet existant. Donc il est hyper cohérent avec ses positions, mais ça lui fait défendre des trucs absolument ahurissants. Merci. Maintenant, on a une personne qui nous dit il y a le critère de pleine conscience dans les 3 critères du péché mortel. Alors là, on parle en tant que catholique, et je sais que là aussi, il y a toute une partie dédiée à cela dans votre livre. Que pense l'Église de l'avortement? Donc là, la personne nous dit si une femme de 17 ans avorte, mais qu'elle n'est pas pleinement consciente de son geste, car elle a une immaturité de sa part ou c'est une décision trop précipitée, ou qu'elle n'était pas pleinement consciente que le fœtus était un être humain, est-ce que c'est quand même immoral? Alors, Là, d'ailleurs, on n'est pas très sur bonne le plan question. religieux. C'est certainement pas un péché mortel parce que péché mortel dans le catholicisme, il faut 3 conditions. Il faut matière grave, pleine connaissance et plein consentement. Donc évidemment, dans ce cadre-là, il n'y aurait pas de péché mortel. Il y aurait un acte qui est objectivement immoral parce que indépendamment du fait qu'elle ait la connaissance que ça tue un être humain, bah, c'est bien un être humain, son enfant, qui est mort. Mais cette femme ne serait pas forcément moralement coupable de ça si elle est dans l'ignorance, si on lui a menti, par exemple, si au planning familial, on lui a dit, mais non, mais vous inquiétez pas, c'est qu'un amas de cellules, allez-y. Ou si ses parents l'ont poussé, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui avortent parce qu'elles sont poussées par l'entourage familial ou par le petit ami, ou etc. Et donc qui sont pas pleinement libres dans l'acte d'avorter. Elles ont la pression de l'entourage familial. Donc évidemment, il n'y a pas toujours une culpabilité très, très grande chez les femmes qui avortent. La culpabilité est beaucoup plus grande et là carrément inexcusable chez les avorteurs. Parce que les avorteurs, eux, savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils connaissent l'embryologie,
connaissent les méthodes d'avortement que j'ai décrites tout à l'heure, l'avortement par aspiration, par dilatation, extraction, ils savent ce que c'est et ils le font quand même en pleine lucidité. Là, ils sont en état de péché mortel et leur salut est bien plus en danger que les femmes qui sont parfois pas informées, hein, qui peuvent être innocentes, etc. Et aussi, la responsabilité incombe encore plus à l'entourage familial, à la famille qui fait pression pour que la fille ait avorté. Ça, c'est vraiment criminel. Donc, et le petit ami qui abandonne la fille qu'il a mise enceinte, ça, n'en parlons pas. Donc, en général, dans la responsabilité de l'avortement, il peut y avoir une gradation des responsabilités, effectivement. Merci. Qu'est-ce qu'on peut proposer en tant que catholique comme alternative à l'avortement? On dit que l'avortement est moralement inacceptable la jeune fille nous dit je ne peux pas garder l'enfant, je ne peux pas. Et vous disiez d'ailleurs que c'est la plupart des cas. On est plutôt là-dessus sur une personne qui dit je ne peux pas garder cet enfant pour des raisons soit j'ai pas terminé mes études, soit le père n'en veut pas, je ne peux pas l'assumer, voilà. Alors là-dessus, il y a plein d'associations qui existent pour accueillir ces femmes enceintes et qui ne pensent ne pas pouvoir assumer l'enfant derrière. On a la Maison de Rosalie, on a SOS Femmes Enceintes, j'ai donné une liste d'associations françaises qui accueillent ces femmes en détresse. Et donc, bien sûr, nous, en tant que Provi, on est là non seulement pour s'opposer à l'avortement, mais aussi pour donner des vraies alternatives, soit de l'adoption pour les femmes, soit de les accompagner dans leur grossesse en leur offrant peut-être un logement, de la nourriture, un peu d'argent pour qu'elles puissent vivre ça mieux. Et c'est aussi le rôle de la famille. Je veux dire, si on a des enfants qui ont fait, on va dire, une bêtise et que leur fille est enceinte, le premier devoir des parents, c'est d'aider leurs enfants financièrement et des choses comme ça. Donc, euh, il faut vraiment qu'on insiste là-dessus, sur le fait que jamais on laisse une femme enceinte dans la détresse toute seule. Ça, c'est quelque chose qui devrait être inenvisageable. Voilà. Merci. On avait une personne qui désirait poser la question de où est-ce qu'on peut rejoindre des initiatives pro-vie, notamment sur Lyon. Et c'est vrai que vous appelez à cela en disant, en fait, une fois qu'on est convaincu de l'immoralité de l'avortement, on ne peut pas rester les bras croisés. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que personne qui serait convaincue en tant que catholique ou en tant tout simplement de personne qui serait convaincue de l'immoralité de l'avortement, parce qu'on sait on n'a pas besoin finalement d'être catholique pour être convaincu que l'avortement est un mal. Une fois qu'on est convaincu, je pense qu'il faut rejoindre des associations pro-vie. Il faut que ça se développe plus en France. On peut participer aussi aux marches pour la vie pour montrer qu'on existe et qu'il y a encore une jeunesse qui a de l'énergie et qui est prêt à défendre les plus faibles, les plus vulnérables. Donc voilà, se rassembler entre nous, faire de la formation. Moi, je suis assez sidéré de voir que la jeunesse française est beaucoup moins bien formée que la jeunesse américaine pro-vie sur les questions liées à l'avortement. Je pense qu'il y a un vrai enjeu sur la formation et que c'est pas juste en balançant des slogans IVG égale meurt dans la rue que on va convaincre le camp d'en face. Et donc, il doit y avoir une formation solide des militants pro-vie. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit ce livre, c'est pour amener un petit peu les arguments des philosophes américains en France, pour qu'il y ait une vraie formation de la jeunesse. Donc, pour moi, l'enjeu, c'est se rassembler, participer à des manifestations ensemble, participer à des actions pour venir en aide aux femmes. Pourquoi pas distribuer aussi des tracts dans la rue ou montrer aux gens les méthodes d'avortement, les photos de bébés avortés, des choses comme ça. Ça peut vraiment réveiller les consciences. Mais voilà, il y a plein d'actions pro-vie qu'on peut faire. Et je pense qu'effectivement, on est à l'heure où il faut se mobiliser, nous, la jeunesse. Voilà. Est-ce que c'est aujourd'hui légalement, est-ce que ce n'est pas légalement risqué, en tout cas, est-ce qu'on ne risque pas des poursuites pénales en s'opposant à l'avortement, par exemple en tractant dans la rue, on a le droit de le faire, mais j'imagine qu'on n'a pas le droit de le faire devant le planning familial. Voilà, il y a peut-être ce type de subtilité. Alors, oui, effectivement, devant le planning familial, ça serait risqué en tout cas. Donc, mais après, vous avez les témoins de Jéhovah qui sont bien dans la rue pour faire leur propagande. Pourquoi est-ce que nous, on pourrait pas distribuer des tracts dans la rue? Il y a, je pense qu'il faut juste choisir son endroit stratégique et voilà, on a le droit de distribuer des tracts. Ce qu'on peut aussi faire, c'est montrer aux gens sur le téléphone à quoi ça ressemble des avortements, à dire en tel ou tel stade, expliquer aux gens les faits basiques en embryologie, le développement fœtal, des choses comme ça.
Je pense que ça peut aider si on touchait l'opinion publique comme ça, parce que les jeunes sont pas du tout formés là-dessus aujourd'hui. Ils apprennent pas ça à l'école. Ça devrait s'apprendre en cours de SVT, ça, mais c'est pas dans les manuels scolaires. Donc, il faut compenser ce manque d'éducation. Merci. On a une personne qui se demande si vous comptez transposer ces arguments sur la fin de vie en écrivant par exemple un nouveau livre anti-euthanasie. Eh bien, figurez-vous que c'est ce que je fais en ce moment. Donc, oui, je suis en train d'écrire j'ai un brouillon de livre pour l'instant sur l'euthanasie. Je suis en train de faire mes recherches. J'ai un paquet de livres comme ça que je dois lire, avec des pros et des antis. Et donc, je suis en train de faire mon plan, mon brouillon, tout ça. Donc, ça sera pas avant 2025, mais j'y travaille, j'y travaille. Merci. Effectivement, j'y ai pensé moi aussi quand j'ai vu la partie du développement qui était sur la question de la dépendance, en fait. Parce que là, on voit effectivement la logique, voilà, la logique qui est à l'œuvre dans notre monde aujourd'hui. Alors, on nous parle en commentaire de, par exemple, Alliance Vita, qui est très très connue. Il y a aussi Le Jeune Académie. Le Jeune Oui. Académie. Alors, je ne sais pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'elle disait? Ils disaient ailleurs qu'assez, c'est-à-dire ils font quoi? Une semaine de formation, c'est ça? La Jeune Je crois Académie? qu'ils ont des séances de formation l'été, donc c'est très bien. Ils organisent des séances de formation l'été. Et je crois qu'ils ont aussi un master, une forme de master de bioéthique qui est très bien aussi. Donc formez-vous à Le Jeune Académie, à Alliance Vita, et lisez mon livre. Vous aurez des arguments pour vous former voilà, intellectuellement et pouvoir, enfin, qui vous aideront à fortifier le mouvement pro-vie en France. Merci. Oui, voilà, effectivement, on a quelques détails là-dessus. Alors peut-être une autre question. Si en fait nous allons dans la rue et nous montrons ce type d'image, est-ce que on pourrait pas objecter que ça va être un petit peu trop violent pour certaines personnes, qu'on risque aussi de se trouver face à des personnes qui ont déjà avorté? Est-ce qu'on manque pas de charité, de douceur envers elles? Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait répondre à cela? Ah oui, Aliette Espiau, Oui, je d'accord. pense qu'il faut pas commencer par ça, mais il faut commencer par avoir une discussion avec la personne, savoir ce qu'elle pense de l'avortement, essayer de discuter un petit peu voilà, des faits scientifiques. Et au bout d'un moment, on voit si elle défend farouchement l'avortement, qu'elle est pour tout ça. À un moment, je pense que ceux qui défendent farouchement l'avortement doivent voir la réalité en face de ce qu'ils défendent. Si moi je défends, enfin, et d'ailleurs, cette stratégie est employée même par eux, parce que par exemple, pour la lutte animale, ils vont pas hésiter à montrer des vidéos d'animaux dans les abattoirs qui se font torturer et qui se font, voilà. Et ils disent, bah, regardez ce qui se passe, c'est injuste, nous devons lutter contre ça. Donc si eux reconnaissent qu'on peut faire ça pour la cause animale, pourquoi on pourrait pas faire ça pour la cause humaine? Donc, moi, je dirais que oui, l'appel aux photos est tout à fait légitime. Et d'ailleurs, en cours au lycée en terminale, on nous montre des photos, à Auschwitz par exemple, on nous montre des corps de juifs empilés comme ça dans les manuels d'histoire pour nous dire la Shoah c'était horrible, plus jamais ça. Bon, bah nous, on peut faire la même chose, on peut dire, bah oui, on pense que l'avortement est quelque chose d'horrible, plus jamais ça. Et donc les photos sont un outil puissant pour faire comprendre des idées. Sur la question de la responsabilité, vous avez quelques pages là-dessus en disant la responsabilité des jeunes. Est-ce qu'on n'est pas en train de les déresponsabiliser de leurs actes? Voilà, je pense que peut-être ça pourrait être intéressant de redire quelques mots là-dessus. Oui, Mm. sur la responsabilité, ben, je pense que aujourd'hui, on vit dans une société occidentale où la sexualité est complètement décorrélée de sa potentielle finalité procréatrice et donc il y a une sexualité complètement déresponsabilisée. On peut coucher avec qui on veut, quand on veut, en soirée ou des choses comme ça. Et on ne prend pas conscience qu'en fait, bah, dès que je m'engage dans une relation sexuelle avec une fille, je peux potentiellement la mettre enceinte et devenir père par la suite. Et donc, il y a pas ce signal d'alarme qui se dit, oula, en fait, je peux être moralement responsable d'un être humain dépendant de moi. Donc, en fait, voilà, il y a aussi une prise de conscience à avoir là-dessus. Parce que les gens, même les gens qui sont pour la contraception et qui l'utilisent, la contraception n'est pas fiable à 100%. Donc, même si vous utilisez la contraception, vous pouvez toujours mettre la fille enceinte et devenir père par la suite. Et donc en fait, moi, je pense que c'est pour ça que l'avortement est légal aujourd'hui. C'est parce que les jeunes veulent pouvoir continuer à coucher avec qui ils veulent, quand ils veulent. Et donc, quand l'enfant arrive, parce que ça peut arriver, même en utilisant la contraception, eh bien, c'est la catastrophe, ils savent plus quoi faire. Et donc, ils veulent que la société leur donne un moyen de mettre fin
à la grossesse si elle arrive. Et c'est pour ça que l'avortement est légal, c'est pour pouvoir continuer à avoir une sexualité libertaire. Merci. Alors, pour finir, vous nous encouragez vraiment en disant rien n'est perdu et à la limite, c'est pas parce que on ne verra pas de notre vivant possiblement l'abolition de l'avortement qu'il ne faut pas continuer en fait à se battre pour nos convictions et à continuer voilà, à dire que l'avortement est immoral. Moi j'ai été assez intéressée sur vraiment sur les dernières phrases où vous parliez de cet arrêt Roe vs Wade. Donc, est-ce que, du coup, j'ai été me renseigner évidemment pour voir exactement ce que c'était, et j'ai trouvé que c'était quand même un fait effectivement assez encourageant. Est-ce qu'on peut peut-être dire quelques mots là-dessus? Oui, alors le fait encourageant, c'est l'abolition de Roe versus Wade. C'était une loi de 1973 aux États-Unis qui disait que dans tous les États, on pouvait avorter avec une limite en plus très très poussée, je crois au moins 2 trimestres et pour certains États encore plus. Et donc l'avortement était en libre accès partout aux États-Unis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, certains membres de la Cour suprême ont été changés pendant la période où Donald Trump était président. Il a changé des membres de la Cour suprême qui font que eux, ils ont relu la Constitution et ils ont dit, mais rien dans la Constitution américaine n'autorise de fait le droit à l'avortement partout dans tous les États. Et donc, ils ont remis ça aux États, libres à eux de décider. Et donc, grâce à ça, on a eu beaucoup déjà, beaucoup d'États américains, assez républicains, qui ont énormément restreint l'avortement et on a eu des dizaines de milliers de vies sauvées grâce à l'abolition de Roe versus Wade. Donc, c'était une victoire pour le mouvement pro-vie américain et il y a 10 ans, personne n'aurait cru que c'était possible. Donc, tout ça pour dire que voilà, il ne faut pas perdre espoir, même si moi, probablement, je ne verrai jamais l'avortement aboli en France. S'il y a toute une génération pro-vie qui commence à se former, qui commence à vouloir influencer les gens, et ben, petit à petit, peut-être dans 100 ans, voilà, qui sait, on restreindra l'avortement. Donc, voilà, il ne faut pas perdre espoir, il faut continuer à se battre. Merci. Alors, bien sûr, dans votre livre, on retrouve tous les arguments. On retrouve aussi cet appel vraiment à la responsabilité. On vient d'en parler. Hein, ça va élever un petit peu le débat en disant, mais en fait, finalement, dans quel environnement moral, en fait, on veut élever nos jeunes. Et il y a aussi cette question effectivement, de la contraception. Est-ce que c'est moral pour un catholique? Voilà, tout ça, on a des petites choses qui sont évoquées, qui sont développées. Que aussi le simple fait de prendre une contraception peut déjà être abortif. Moi, c'est quelque chose que typiquement j'ai découvert en fait. La contraception entre guillemets simple, la pilule, l'implant, peuvent déjà avoir des effets abortifs. Donc ça, c'est quelque chose que vous développez dans votre livre. Voilà, donc merci à tous ceux qui nous ont suivis. Alors, le webinaire était bien enregistré. Pour ceux qui souhaitent le revoir, ce sera disponible déjà dès demain sur le site web des éditions Artege. Peut-être, Mathieu, que vous aussi vous le publierez sur votre chaîne YouTube, je ne sais pas. Voilà, donc parce que je sais que vous avez une chaîne YouTube qui est très active. Voilà, merci à tous. Je vois qu'il y a des personnes qui continuent à poser des questions à Mathieu, donc peut-être qu'il pourrait y répondre sur le chat. Nous, voilà, à la semaine prochaine pour ceux qui nous suivront ou eh bien à un des prochains jeudis d'Artege. Et voilà, merci Mathieu, à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.